Et si pour la première fois, l'Afrique reprenait le micro pour raconter sa propre histoire? Imaginez une scène de théâtre millénaire où l'Afrique, actrice principale, a longtemps été reléguée dans la coulisse, forcée d'écouter d'autres énoncer son texte, la réduisant à une silhouette sans voix. Depuis des siècles, le récit du continent fut dicté par d'autres, écrit, filmé, enseigné non par des Africains, mais par des étrangers. Chaque livre, chaque film, chaque discours public, chaque manuel scolaire a contribué à façonner une Afrique inventée, caricaturée, souvent dévalorisée. Ce sont des images de pauvreté, de guerre, de famine, de sauvagerie qui ont été projetées, colportées sur tous les continents. Des stéréotypes si puissants qu'ils ont imprégné l'imaginaire collectif mondial jusqu'à influencer insidieusement la perception que les Africains eux-mêmes portent sur eux. Prenons l'exemple du cinéma. Pendant des décennies, les productions majeures filmant l'Afrique étaient réalisées en Occident. Les Africains y apparaissaient rarement comme des héros, des penseurs, des bâtisseurs. Souvenons-nous des livres d'histoire qui, dans nombre de pays, n'accordaient en que quelques lignes à l'Afrique précoloniale, résumant des millénaires de civilisation à quelques anecdotes exotiques ou tragiques. Même les programmes scolaires d'aujourd'hui, dans certains pays africains, restent encore imprégnés de ces visions extérieures. Cette confiscation du récit a creusé un gouffre, produisant chez beaucoup un sentiment d'infériorité, de honte ou de résignation. Mais ce silence imposé n'a rien d'une fatalité. Il a été construit, affiné, renforcé, puis intériorisé. Ce fut une stratégie, une arme redoutable pour maintenir le continent dans la dépendance. Les puissances coloniales, comme la France ou la Grande-Bretagne, ont méthodiquement effacé les récits locaux, détruit les systèmes éducatifs traditionnels, interdit ou ridiculisé les langues et les savoirs africains. Lors des indépendances, les nouveaux États se sont retrouvés avec des institutions modelées sur l'Occident, déconnectées des réalités et des mémoires propres. On a ainsi enseigné aux enfants africains qu'ils devaient en chercher l'exemple ailleurs, que leur passé était synonyme de ténèbres, d'ignorance, d'échec. Le roman national africain a été saboté avant même d'être écrit. Pourtant, malgré la violence de ce processus, la voix africaine n'a jamais totalement disparu. Dans les villages, au coin du feu, des conteurs transmettaient encore les gestes et les sagesses des ancêtres. Les proverbes, les chants, les rituels, les fêtes, tout cela était autant de résistances discrètes. Pensons à la transmission orale du mythe de Soundiata Keïta, ou au souvenir du pharaon noir Pianki, roi de Couche, qui a conquis l'Égypte il y a près de 3000 ans. À travers ces récits, la fierté africaine survivait, même dans la clandestinité. Cette endurance, cette capacité à préserver la mémoire malgré la censure, constitue l'une des plus belles victoires de l'Afrique. Regardons l'histoire d'autres peuples. Le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a dû lui aussi reconstruire son récit, exorciser la honte et la défaite pour renaître. Les peuples autochtones d'Amérique, longtemps niés, réécrivent aujourd'hui leurs chroniques, reprennent la parole pour guérir. L'Afrique, à l'instar de ces nations, doit s'armer de sa propre histoire comme d'un bouclier contre l'oubli et la domination. Car oublier son histoire, c'est perdre la capacité de rêver, de résister, de bâtir. Sans mémoire, il n'y a ni dignité ni ambition. Prenons l'exemple du Rwanda qui a choisi, après le génocide, de mettre l'accent sur l'enseignement de son histoire, sur la réconciliation par la mémoire. Cette démarche a permis de reconstruire une société plus résiliente, fière et tournée vers l'avenir. Il est donc urgent de briser le silence imposé et de reprendre la parole. Cela passe par la création de médias panafricains puissants, par la publication d'ouvrages d'auteurs africains, la diffusion de films réalisés par des Africains, la mise en valeur des musées et du patrimoine. Songeons à la success story de Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane qui a su s'imposer en racontant des histoires proches du vécu des Africains, loin des clichés occidentaux. Cette réappropriation du récit est le socle sur lequel bâtir la souveraineté culturelle du continent. Pourquoi tant de nations redoutent-elles l'éveil de l'Afrique? Parce qu'un continent qui se relève, qui exige sa souveraineté et son unité, vient ébranler l'ordre mondial établi depuis des siècles. Ceux qui ont bâti leur fortune sur l'exploitation des ressources et des peuples africains voient aujourd'hui leurs privilèges vaciller. Rappelez-vous de la conférence de Berlin en 1884 où l'Afrique fut partagée comme un simple gâteau sans qu'aucun Africain ne soit invité à la table. Ces frontières absurdes qui divisent encore le continent sont l'un des héritages les plus toxiques de la colonisation. Pour maintenir leur domination, les puissances extérieures utilisent des tactiques éprouvées,
semer la division par des frontières arbitraires, favoriser des élites dociles, manipuler l'opinion via de fausses informations, soutenir ou faire tomber des régimes au gré de leurs intérêts. L'histoire du Congo, avec la mainmise du roi Léopold II, illustre jusqu'à la caricature ce pillage organisé. Aujourd'hui encore, la mainmise sur le cobalt, l'uranium, le pétrole africain suscite des convoitises féroces, parfois au prix de conflits sanglants. Mais l'Afrique n'est pas condamnée à subir. Plus elle comprend les mécanismes qui ont servi à la maintenir dans l'ombre, plus elle découvre la force de son unité. L'Union africaine, bien qu'imparfaite, incarne cette volonté de parler d'une seule voix. La zone de libre-échange continentale africaine, lancée récemment, est une étape majeure vers l'intégration économique. Chaque pas vers l'autonomie effraie ceux qui veulent garder le contrôle, mais chaque victoire inspire d'autres peuples à marcher dans la même direction. L'enjeu n'est plus seulement de survivre ou de résister. Il s'agit de transformer chaque blessure en source de courage, chaque humiliation en levier de dignité. Cette dynamique se retrouve dans le panafricanisme, né au début du XXe siècle avec des figures comme Kwame Nkrumah ou Cheikh Anta Diop, qui ont plaidé pour une Afrique maîtresse de son destin. Aujourd'hui, des mouvements citoyens comme Y en a marre au Sénégal ou Balai citoyen au Burkina Faso montrent que la société civile africaine refuse la fatalité. Mais attention, si l'Afrique s'enferme dans la division, l'autodévalorisation ou la corruption, elle risque de perpétuer le cycle de l'asservissement. Pensons à la crise ivoirienne, où la manipulation des identités a coûté des milliers de vies. C'est la liberté de ces enfants, le droit à une histoire nouvelle, indépendante, qui est en jeu. Décoder ce conflit, c'est déjà commencer à le dépasser. Aujourd'hui, l'Afrique ne se contente plus de dénoncer. Elle passe à l'action. Des entrepreneurs créent des startups innovantes à Lagos, Nairobi ou Kigali. Des artistes comme Youssou N'Dour ou Chimamanda Ngozi Adichie imposent leur voix sur la scène mondiale. Des scientifiques africains participent au projet du télescope SKA, l'un des plus ambitieux de l'histoire de l'astronomie. C'est le réveil africain, et il est irréversible. Ce réveil change la donne sur le continent et au-delà. Aucune région au monde n'a une population aussi jeune. Plus de la moitié des Africains ont moins de 25 ans. Cela représente un potentiel d'innovation, de créativité, de renouveau sans équivalent. Regardez le boom des applications mobiles pour l'agriculture, la santé, l'éducation. Prenons l'exemple du M-Pesa au Kenya, une solution de paiement mobile qui a révolutionné l'accès aux services bancaires et inspiré le monde entier. Ou encore l'essor de la mode africaine qui conquiert les podiums internationaux, portés par des créateurs fiers de leurs racines. Loin de se limiter à la consommation ou à l'imitation, la jeunesse africaine invente de nouveaux modèles. La diaspora n'est plus condamnée à l'exil ou à la nostalgie. Elle revient animée par une volonté de bâtir, d'investir, de transmettre, à l'image de la Silicon Savannah au Kenya, où des ingénieurs formés à l'étranger créent des entreprises locales, ou du retour massif d'entrepreneurs nigérians, sénégalais, ivoiriens, décidés à participer activement à la renaissance du continent. Le dialogue entre la diaspora et le continent est devenu une source d'enrichissement mutuel. Mais cette renaissance reste fragile. Les défis sont immenses: instabilité politique, inégalité, difficulté d'accès à l'éducation et à la santé, changement climatique, pression géopolitique. Si l'on laisse retomber l'élan, si l'on gaspille cette énergie, l'Afrique pourrait redevenir spectatrice de son propre avenir. C'est pourquoi il faut transformer la puissance collective en prospérité concrète. Comment faire ? En s'attaquant aux racines du mal, pas seulement à ses symptômes. Enseigner l'Afrique aux Africains, c'est une urgence. Cela passe par la réforme des curricula scolaires, par la valorisation des langues nationales, par la formation d'enseignants capables de transmettre une histoire vraie, riche, plurielle. Le Ghana, par exemple, a introduit des cours d'histoire africaine dès l'école primaire, afin de renforcer l'estime de soi chez les enfants. La souveraineté, c'est aussi l'indépendance alimentaire. Développer une agriculture adaptée aux réalités locales, investir dans la recherche agronomique, soutenir les petits producteurs, réduire la dépendance aux importations. La révolution verte, amorcée dans des pays comme l'Éthiopie ou le Rwanda, montre qu'il est possible de nourrir la population tout en préservant l'environnement. La dignité, c'est pouvoir guérir sans mendier des médicaments ou des vaccins. Investir dans les hôpitaux, former des médecins et des chercheurs, soutenir l'innovation pharmaceutique. Le Sénégal, avec l'Institut Pasteur de Dakar, fabrique désormais ses propres vaccins. L'Afrique du Sud, pionnière dans la lutte contre le VIH, exporte ses solutions dans le monde entier. L'économie de demain se construit sur l'innovation, pas sur la rente.
Soutenir les inventeurs, les ingénieurs, les artisans, c'est bâtir une économie résiliente. L'exemple de la fintech nigériane, qui attire des milliards d'investissements, prouve que l'Afrique peut être à la pointe des technologies de rupture. Mais il faut aussi renforcer la solidarité, la coopération entre les États. L'intégration des marchés, la construction d'infrastructures communes sont des clés pour résister aux chocs extérieurs. Regardez le Burkina Faso qui a su, à plusieurs reprises, se dresser contre l'oppression et reprendre son destin en main. En 1983, Thomas Sankara a lancé une révolution fondée sur l'autosuffisance, la fierté nationale, l'émancipation des femmes. Même si cette expérience a été brutalement interrompue, elle continue d'inspirer des générations entières. Mais la vigilance reste de mise. Les obstacles sont nombreux: corruption, manipulation de l'information, interférences étrangères, crise interne. Pour que la souveraineté ne soit pas qu'un mot, il faut investir dans l'éducation, l'agriculture, la santé, la sécurité. Il faut aussi promouvoir une justice indépendante, protéger les journalistes, encourager la participation citoyenne. C'est à ce prix que l'Afrique pourra garantir à ses enfants un avenir digne. Il ne suffit pas de reprendre la parole. Il faut aussi déjouer les pièges, identifier les nouveaux visages de la domination: dettes illégitimes, accords commerciaux inéquitables, présence militaire étrangère, prédation numérique. Prendre exemple sur la résistance de l'Éthiopie face aux tentatives de déstabilisation ou sur la clarté du Botswana dans sa gestion des ressources minières. Chaque génération africaine s'est trouvée face à un choix: plier sous le poids de l'histoire ou relever la tête. Aujourd'hui, refuser d'agir, c'est condamner les générations futures à revivre les mêmes chaînes, les mêmes échecs. Au contraire, assumer son destin, c'est ouvrir la voie à une Afrique forte, fière, libre. Regarder le monde dans les yeux, c'est choisir l'émancipation véritable. C'est agir selon nos réalités, tisser des alliances fondées sur le respect, non sur la domination. Cela implique de réclamer chaque fragment de souveraineté: contrôle des ressources, des frontières, des politiques publiques, enseigner la vérité, bâtir des sociétés où chacun peut vivre et rêver sans crainte, sans honte, sans attendre la validation d'autrui. Ce combat n'est pas celui de la haine ni de la vengeance. Il s'agit d'un acte d'amour, de responsabilité, de transmission. Car le réveil africain n'est pas une menace pour l'humanité, mais une promesse de justice, de diversité, de dialogue. Quand l'Afrique s'élève, c'est le monde entier qui gagne en richesse et en humanité. Refuser l'engagement, c'est laisser d'autres écrire l'histoire de nos enfants. S'engager, c'est dire oui à la vie, à la dignité, à la possibilité de tracer une nouvelle voie pour l'Afrique et, à travers elle, pour l'humanité. Il est temps de cesser d'attendre des réparations ou des validations venues d'ailleurs. Notre énergie, notre créativité, nos voix résonnent déjà. L'Afrique n'a plus rien à prouver. Elle doit vivre sa valeur, l'assumer, l'incarner chaque jour. Le futur que nous voulons ne naîtra pas de promesses extérieures, mais de notre capacité à unir nos volontés, à transformer nos rêves en actions concrètes. L'histoire appartient à ceux qui osent, jamais à ceux qui attendent. À présent, à chacun d'entre nous de choisir, rester spectateur ou devenir auteur de cette histoire nouvelle. Car chaque mot, chaque geste, chaque acte compte. Ensemble, écrivons enfin, en lettres africaines, le chapitre que le monde attend depuis trop longtemps.